Tout le monde croyait que Soraya avait gagné la partie, jusqu'au jour où la vraie reine fit son entrée, et la salle entière comprit que le silence peut parfois être plus tonitruant que tous les cris de triomphe. À Lagos, là où les gratte-ciel se mêlent aux vieilles bâtisses coloniales, là où les parfums de l'Atlantique se fondent aux odeurs de suya grillée, Soraya s'était taillé un trône sans couronne. Elle n'avait ni nom officiel, ni alliance, mais dans les cercles de la haute société, on la nommait discrètement la deuxième madame. Elle n'était pas une inconnue, non. Elle illuminait les galas de mode, inspirait les jeunes femmes sur Instagram avec ses tenues flamboyantes, ses voyages à Dubaï, ses petits déjeuners sur des balcons d'hôtels étoilés. Soraya, avec son teint caramel toujours parfaitement poudré, ses perruques longues comme les nuits de décembre, ses faux cils qui battaient comme des ailes d'ange, était persuadée d'avoir conquis le cœur de Tcham. Lui, homme d'affaires redouté, originaire d'un ancien lignage royal du Bénin, riche par héritage et encore plus riche par ambition, lui avait donné tout ce qu'elle croyait mériter, un duplex aux couleurs ivoire sur Victoria Island, une voiture de luxe avec chauffeur, une carte bancaire toujours pleine, et surtout cette sensation grisante d'être la préférée. L'épouse, disait-on, vivait ailleurs. Une femme de l'ombre, traditionnelle, absente des radars. On racontait qu'elle habitait la maison familiale à Benin City, dans la villa héritée des ancêtres d'Omo Obea, l'aïeul fondateur du clan de Tcham. Soraya n'y pensait pas. Elle riait de ce fantôme silencieux qui ne venait jamais aux événements, qui ne figurait dans aucun selfie, qui ne portait ni ongles posés ni montre suisse. Pour Soraya, la partie était gagnée. Elle avait gravi la montagne, et tout ce qui l'attendait maintenant, c'était d'être reconnue au sommet. Le prétexte était parfait, l'anniversaire de Tcham. 50 ans. Un âge symbolique. Elle voulait organiser une fête mémorable, à l'image de leur amour ou du moins, de son rêve. Elle choisit elle-même la salle, un immense espace en bord de lagune, tout en baies vitrées et plafond miroitant. Elle fit venir des décorateurs de Port Harcourt, engagea un traiteur d'Abuja, et même une troupe de danse gungun revisitée façon contemporaine. Le thème ? Blanc et or. La pureté de l'amour, disait-elle à qui voulait l'entendre. Pour sa tenue, elle fit confectionner une robe sculptée sur mesure, ornée de perles ivoires et de broderies délicates en fil d'or. Son tailleur personnel travailla pendant 2 semaines, à la main, sous la climatisation d'un atelier discret à Ikoyi. Chaque perle, chaque couture, devait crier la victoire. Pendant les jours précédant la fête, Soraya parcourait les marchés de Balogun et les salons de beauté de Lekki avec une assurance quasi royale. Les vendeuses de pagnes l'applaudissaient, les jeunes filles l'imitaient. Elle parlait sans cesse de son mari, planifiait même un voyage aux Seychelles, évoquait un terrain qu'il lui aurait promis à Banana Island. Tout autour d'elle respirait la domination. Le matin même de la fête, elle se fit masser avec de l'huile de coco tiède, manucurée au vin prune, maquillée par le meilleur artiste de la ville. Elle se regarda longuement dans le miroir en murmurant « Je suis la plus ». C'est ce soir que tout le monde le saura. La salle se remplit peu à peu. Hommes en agbada soyeux, femmes en boubou moderne, les rires, les flashs, les verres levés. On y parlait affaires, contrats, tendre médisance. Puis Tcham arriva, vêtu d'un bouba blanc cassé au reflet champagne, son regard grave. Soraya le trouva tendu. Il sourit à peine, balaya la salle du regard comme s'il cherchait une échappatoire. Elle n'y prêta pas attention. Elle dansa pour lui, leva son verre pour lui, chanta son nom. Le DJ lançait des sons de Wizkid, les invités vibraient. Puis, dans le tumulte joyeux, un silence se fit. Presque brutal. Comme si le temps s'était figé. La porte s'ouvrit lentement, et un souffle glacé traversa la pièce. Une femme entra. Majestueuse. Vêtue d'une longue robe en pagne tissée or, un mélange d'ASO hockey et de soie brute. Pas un bijou clinquant. Pas un maquillage criard. Mais une lumière. D'un port droit, le visage levé, la peau profonde comme l'écorce d'un hiroko centenaire, elle marchait sans un mot, sans un sourire, sans un regard pour quiconque. Les yeux de Tcham s'élargirent, son souffle sembla suspendu. Certains invités murmurèrent. Les plus anciens détournèrent les yeux. Et Soraya, debout, encore scintillante, sentit un frisson la traverser. Elle reconnut cette femme, même sans l'avoir jamais vue. C'était elle.
L'épouse. La femme du commencement. Celle que le sang avait liée à Tcham devant les ancêtres. Celle dont on avait peu parlé, mais dont l'ombre avait toujours plané. Celle qui, ce soir-là, était venue sans bruit, mais dont la seule présence fit trembler tous les murs dorés que Soraya avait édifiés. Le choc fut tel que même la musique ne reprit pas. Une vendeuse de cola, croisée plus tôt dans la semaine, avait glissé à Soraya une phrase étrange. La vraie femme, on ne la voit pas toujours, mais le tonnerre l'annonce. Soraya n'avait pas compris. Maintenant, elle savait. Elle la regardait, impuissante, envahie par une terreur sans nom, comme une intruse prise en flagrant délit dans un palais sacré. Elle voulait parler, sourire, se rapprocher de Tcham, mais ses jambes refusèrent de bouger. Son cœur battait comme une calebasse sur le point de se briser. Dans ce silence, les regards se détournaient d'elle, l'un après l'autre, comme des étoiles mourant dans un ciel jadis brillant. Et sans un mot, la femme en or s'avança, les pieds nus sur le marbre, chaque pas résonnant comme un tambour ancien. Ce n'était plus une fête. C'était le prélude d'un règlement de comptes ancestral. Ce soir-là, Soraya comprit que la victoire sans racines profondes n'était qu'un château de sable face à la marée des vérités. L'atmosphère dans la salle était devenue presque irréelle, comme si l'air lui-même s'était épaissi, alourdi par le poids d'un passé qu'on avait tenté d'effacer. Djamila, l'épouse, celle que personne n'avait vue venir, avançait avec une lenteur calculée, chaque pas marquant le sol comme un tambour funèbre, et pourtant empreint d'une élégance tranquille que ni les années, ni les douleurs n'avaient altérée. Les talons de Soraya semblaient désormais ridicules face aux pieds nus de cette femme dont la seule présence suffisait à faire taire une salle pleine de notables. Elle portait sur la tête un turban fait du même tissu doré que sa robe, savamment noué selon une tradition que seules les vraies épouses, celles qu'on célèbre dans les rites, savent encore maîtriser. Son regard ne tremblait pas. Il était fixe, profond, dirigé non pas vers Soraya, mais droit sur Tcham, son époux, ou du moins, celui qui avait été le sien. Dans sa main, elle tenait un coffret de bois noirci par les années, orné de motifs ancestraux gravés à la main, un objet qui semblait vibrer d'un mystère contenu. Lorsqu'elle fut devant lui, elle ne dit rien tout de suite. Elle tendit simplement le coffret. Un silence pesant, si lourd qu'on aurait pu entendre une aiguille tomber, s'abattit sur les invités. Tcham, la gorge sèche, les mains hésitantes, prit le coffret comme on prendrait un talisman dont on aurait trahi la puissance. Il baissa les yeux, comme un élève surpris en faute devant le maître. Soraya, toujours figée près de la scène, assistait à la scène sans comprendre encore toute l'ampleur du moment, mais sentait déjà que quelque chose d'irrémédiable se jouait. Elle n'était plus la maîtresse de la soirée. Elle était redevenue simple spectatrice, et le rideau venait à peine de se lever. Djamila, enfin, parla. Sa voix n'était ni forte, ni théâtrale, mais posée, ferme, d'une douceur tranchante. Elle ne parlait pas pour se faire entendre, mais pour énoncer une vérité que même les murs de la salle semblaient attendre depuis des années. Elle dit qu'elle n'était pas venue pour se battre, ni pour reconquérir un homme qui avait choisi l'oubli. Elle était venue réclamer ce qu'on lui avait volé. Ce n'était pas Tcham. C'était la terre. Une parcelle sacrée transmise de mère en fille, située à la frontière de Benin City et de la vieille forêt des dieux, là où son arrière-grand-mère avait été enterrée, là où les cérémonies de fécondité avaient lieu jadis, là où elle avait juré sur le sang de sa lignée de préserver l'honneur familial. Elle raconta que, 7 ans auparavant, Tcham lui avait fait signer des documents qu'il prétendait être des papiers bancaires. Aveuglée par la confiance, par l'amour, elle avait apposé sa signature, sans savoir qu'elle venait de céder ce bout de terre sacrée à une société écran, que Tcham avait ensuite revendu à des investisseurs étrangers pour financer ses affaires, ses expansions, ses rêves dorés, et Soraya. La robe de Soraya, ses bijoux, ses sacs, la villa, les voitures, tout avait été payé par le viol d'un héritage ancestral. Elle n'en avait jamais parlé. Pas une plainte, pas un mot. Pendant 7 ans, elle avait laissé faire, espérant qu'ils reviennent, qu'ils comprennent. Elle avait prié, consulté les anciens, gardé le silence. Mais ce soir, devant les invités, devant les visages figés, elle avait décidé que le silence avait trop duré. Le coffret qu'elle avait apporté contenait le talisman du serment ancestral, un symbole sacré entre époux, qu'elle avait conservé malgré la trahison. Mais à l'intérieur, le fil rouge qui liait les deux parties du talisman était rompu.
Une rupture symbolique que seul un aîné de sang pouvait effectuer, et ce rite avait été accompli le mois précédent, devant les anciens du village. Ce geste signifiait une chose, le lien sacré entre elle et Cham était brisé, non par le divorce des hommes, mais par le jugement des ancêtres. Ce n'était pas une séparation ordinaire. C'était une malédiction libératrice. Celui qui trahit une telle union ne portait plus la protection de ses pères. Il devenait une coque vide. Cham tremblait. Il savait. Il savait ce que cela impliquait, ce que cela signifiait au-delà des apparences mondaines. Soraya, elle, regardait la scène avec une stupéfaction mêlée d'un malaise profond. Pour la première fois, elle se sentit non seulement déplacée, mais souillée. Chaque perle sur sa robe semblait peser comme une pierre de honte. Tout ce qu'elle avait cru obtenir par mérite, par charme, par présence, n'était en fait qu'un pillage dissimulé derrière des cadeaux brillants. Elle regardait Cham et ne voyait plus un homme fort, mais un voleur d'héritage, un profanateur de mémoire. Et dans le regard de Djamila, elle lut quelque chose d'encore plus troublant, de la pitié. Pas de colère, pas de jalousie. Juste une pitié immense, silencieuse, pour celle qui s'était crue choisie alors qu'elle n'était qu'un outil. Un murmure discret s'éleva dans la salle. Des femmes âgées hochèrent la tête, certaines dirent en yoruba ou en edo des phrases que Soraya ne comprenait pas, mais dont elle devinait le sens. C'était la reconnaissance d'un verdict. Djamila n'était pas une invitée. Elle était une juge. Elle n'était pas là pour réclamer un homme. Elle était là pour le rendre, vide, et reprendre ce qu'on lui devait. Alors, calmement, elle se retourna vers les invités, inclina légèrement la tête en guise de salut, et se dirigea vers la sortie. Elle ne cria pas. Elle ne se justifia pas. Elle ne regarda même pas Soraya. Elle était au-dessus. La salle, muette, la suivait du regard, comme hypnotisée par cette femme dorée qui venait de redonner à la dignité ses lettres de noblesse. Elle arriva à la porte, posa une main sur le cadre comme pour dire adieu non seulement à l'homme, mais à la blessure elle-même. Avant de franchir le seuil, elle tourna la tête une dernière fois, croisa les yeux de Cham, puis ceux de Soraya. Et dans ce regard, tout fut dit, la vérité, la douleur, mais aussi la liberté. Elle était venue, non pas pour revendiquer, mais pour libérer. Libérer son nom. Libérer sa mémoire. Libérer même celle qui l'avait remplacée sans savoir. Quand la porte se referma derrière elle, un long soupir traversa la salle, comme si tout le monde avait retenu son souffle depuis trop longtemps. La musique ne reprit pas. Les verres ne s'entrechoquèrent plus. Le DJ avait arrêté les platines. Même les lumières semblaient avoir pâli. Soraya resta debout, le regard fixe, les mains tremblantes. Elle n'était plus la plus belle. Elle n'était même plus la maîtresse. Elle n'était qu'un chapitre d'un livre qu'elle n'avait jamais pris le temps de lire depuis le début. Un vide s'ouvrit en elle, profond, noir, insondable. Tout ce qui brillait autour d'elle paraissait désormais fade. Le regard des invités, autrefois admiratif, était devenu gêné, fuyant. Cham, lui, était assis, figé, le coffret sur les genoux, comme si ses genoux ployaient sous le poids de ses fautes. Et dans un coin reculé de la salle, un griot qu'on avait presque oublié, un vieil homme au dos voûté, se racla la gorge et entonna un chant lent, grave, ancien. Un chant qu'on ne chante que lorsque les vérités ancestrales ont été exposées. Et ces paroles résonnèrent dans les cœurs, quand la lune sort derrière les nuages, les étoiles perdent leur arrogance. Ce soir-là, tout avait changé. Le décor n'était plus une fête. C'était un tribunal. Les témoins n'étaient pas les invités, mais les ancêtres. Le jugement avait été prononcé. Et la sentence était déjà en marche. Alors que la salle demeurait figée dans un silence religieux, lourd de révélations, l'ombre de Djamila flottait encore entre les colonnes dorées de la salle comme un esprit sacré venu réclamer justice. Le chant du vieux griot n'avait toujours pas cessé, ses mots suspendus dans l'air comme des incantations destinées à réveiller les esprits des ancêtres oubliés. Soraya, pétrifiée, ne parvenait plus à bouger. Son regard restait cloué sur le coffret que Cham tenait sur ses genoux, comme s'il contenait l'origine de tous ses malheurs. Tout dans sa posture criait le désarroi, mais aucun mot ne sortait de sa bouche peinte d'un rouge éclatant désormais déplacé. Lors de sa robe, de ses boucles d'oreilles, de son maquillage, tout semblait crier dans le vide une richesse sans fondement, un éclat sans âme.
La présence de Djamila avait ouvert une brèche, une faille profonde dans l'illusion parfaite qu'elle s'était fabriquée pendant des années. La réalité venait de se déverser sans filtre, brutale, sans lui laisser le moindre abri. Dans ce silence habité, certains invités se levaient doucement, prétextant un appel, un départ urgent, mais chacun savait qu'il fuyait simplement le malaise, l'étrangeté de cette vérité qui s'était imposée sans effusion, avec une noblesse ancienne. Les femmes les plus âgées, celles qui portaient encore les foulards noués à la manière des matriarches d'autrefois, restaient assises, droites, les bras croisés, observant Soraya non pas avec haine, mais avec une forme de tristesse distante, comme on regarde une enfant qui s'est perdue. L'une d'elles murmura une prière, puis tourna la tête vers une autre, chuchotant dans un dialecte yoruba ancestral des mots que Soraya n'aurait pas su traduire, mais dont elle sentait la gravité. Puis, dans cette ambiance suspendue, Soraya sentit un courant d'air froid glisser sur sa nuque. Une vieille mémoire, presque oubliée, se réveilla. Des images confuses, des souvenirs longtemps refoulés. Le visage de sa mère, jeune encore, assise sur un banc en bois dans une cour sablonneuse, les larmes silencieuses, le regard perdu dans le vide. Une main masculine claquant une porte, des valises qu'on emportait, une jeune femme richement vêtue, montant dans un 4x4 étincelant, et elle, enfant, cachée derrière un rideau, regardant sans comprendre. Ce souvenir, enfoui sous des années de silence, remontait avec une violence insoupçonnée. Et soudain, tout prit sens. Elle était en train de revivre le même schéma. Sa mère avait été la première épouse, aimée, respectée, puis trahie. L'autre femme, celle qui brillait et qui riait fort, avait pris sa place. Et elle, Soraya, avait grandi avec cette blessure invisible, ce manque d'explication, cette colère sourde envers une mère qui n'avait jamais crié, jamais frappé, juste pleuré dans le silence. Et maintenant, elle était devenue celle qui avait blessé, celle qui avait pris, celle qui croyait qu'on pouvait construire son bonheur sur les ruines des autres. Un goût amer envahit sa bouche. Elle sentit ses jambes vaciller. Elle s'assit lentement, comme si son corps ne pouvait plus porter le poids de son orgueil. Devant elle, Cham n'avait pas bougé. Son regard était fixé sur le coffret, mais ses pensées semblaient être à milieu de là, perdues quelque part entre le passé glorieux de sa famille et l'abîme de ses choix. Le talisman brisé, ce simple symbole, avait réveillé des puissances qu'il croyait oublier. Il savait ce que signifiait cette rupture. Les anciens l'avaient enseigné. Le lien entre époux n'était pas qu'un contrat civil. C'était un pacte sacré. Une alliance entre deux lignées, bénie par les ancêtres. Et la briser, c'était couper le fil qui reliait l'homme à sa lignée. Ce soir, il était devenu un homme sans protection, un homme seul, exposé, vulnérable. Ce n'était pas seulement la perte d'une épouse. C'était l'excommunication silencieuse des esprits. Et dans les affaires, dans les décisions, dans les rêves, cela se traduisait toujours par un lent effondrement. Une entreprise qui échoue sans raison. Des associés qui se détournent. Des accidents inexpliqués. Cham sentait déjà cette menace peser sur lui. Il savait que le retour serait long, que les ancêtres ne pardonnaient pas facilement, surtout lorsqu'on avait trahi une terre sacrée. Dans un réflexe désespéré, il regarda Soraya. Peut-être cherchait-il un soutien, un regard compréhensif, un mot doux. Mais ce qu'il trouva fut pire encore, une femme brisée, qui ne brillait plus. Une femme qui ne savait plus pourquoi elle était là. Une femme qui découvrait qu'elle s'était trompée de rôle dans une pièce qu'elle croyait dominer. Et dans ce silence partagé, une vérité éclata, cruelle et limpide, il ne s'était jamais aimé. Il s'était utilisé. Soraya pour combler un vide affectif, un besoin de reconnaissance hérité de son enfance. Cham pour échapper à l'image d'un homme traditionnel, pour s'offrir une jeunesse artificielle, une vie de luxe déconnectée de ses racines. Et cette mascarade avait duré trop longtemps. Alors que le vide s'élargissait entre eux, une serveuse s'approcha discrètement, posa une bouteille d'eau sur la table, puis repartit sans un mot. Un geste banal, mais dans ce contexte, il prenait une allure de rituel. Comme pour purifier le lieu. Soraya saisit la bouteille, la serra fort, mais ne but pas. Elle fixait le vide. Son esprit, lui, vagabondait vers d'autres souvenirs. Les débuts. Le premier dîner avec Cham. Le regard des autres femmes. Cette sensation de puissance quand il lui avait offert une voiture.
La jalousie des anciennes amies. Et maintenant, elle voyait ses souvenirs sous un autre angle. Rien n'était pur. Rien n'était vrai. Elle s'était construite sur une illusion, et cette illusion avait été financée par la douleur d'une autre femme. Une femme qui, ce soir, avait repris sa voix, sa place, son histoire. Une femme qu'elle avait cru effacer, mais qui s'était révélée plus forte que toutes les perruques, que toutes les marques de luxe, que toutes les promesses murmurées sous les draps. Alors qu'elle restait là, les mains sur les genoux, une larme silencieuse coula sur sa joue. Elle ne chercha pas à l'essuyer. Elle la laissa couler, comme une pluie longtemps retenue. Une pluie de vérité. Le griot avait cessé de chanter. La salle était presque vide. Seuls restaient ceux qui savaient. Les femmes âgées, les hommes silencieux, et ce couple défait, au centre d'une scène qui ressemblait désormais à un autel. L'unité était brisée. Le cercle, rompu. Et dans un dernier sursaut de lucidité, Soraya murmura, pour elle-même, à peine audible, « Je suis devenue celle que ma mère a pleurée. » Elle ne savait pas si quelqu'un l'avait entendue. Mais à cet instant, elle n'avait plus besoin de regard. Elle savait que la chute avait commencé. Et qu'elle serait lente, intime, implacable. La salle désormais presque vide semblait flotter hors du temps, comme suspendue dans une boucle sacrée entre le visible et l'invisible, entre ce qui avait été dit et ce qui restait à comprendre. Les quelques femmes âgées encore présentes s'étaient levées sans hâte, marchant lentement vers la sortie, leur pas rythmé par une dignité ancestrale. Elles ne regardaient ni Soraya ni Cham, non par indifférence mais parce que, dans leur sagesse, elles savaient que certains regards sont plus tranchants que 1000 reproches, que certains silences réparent plus profondément que les cris. Le griot s'était tu, la voix usée par la profondeur de ce qu'il avait chanté, ses yeux clos, comme s'il priait pour que les esprits repartent d'où ils étaient venus sans emporter l'âme de quiconque. Cham, toujours assis, semblait figé dans un entre-deux-mondes, ni ici ni ailleurs, son regard perdu dans l'ombre du coffret posé à ses pieds. Il ne parlait plus, ses lèvres tremblaient à peine, comme si des prières inaudibles cherchaient leur chemin dans un cœur que les ancêtres avaient déserté. Soraya, quant à elle, s'était levée. Lentement. Elle avait enlevé ses chaussures, abandonnant ses talons fins au pied de la scène, comme une offrande involontaire. Chaque pas qu'elle faisait résonnait sur le marbre, fragile et nu. Elle ne fuyait pas. Elle errait. Comme une âme en quête de sens dans un espace qui avait cessé de lui appartenir. Elle traversa la salle vide, contourna les tables, effleura les nappes blanches immaculées, observa les chaises encore chaudes des corps récemment partis. Puis, alors qu'elle atteignait l'entrée, une voix l'arrêta, douce, posée, chargée de cette autorité naturelle que seules les femmes qui ont porté les tempêtes dans leur ventre possèdent. Une vieille femme, que Soraya n'avait pas remarquée jusque-là, était restée près de la porte. Elle portait un pagne indigo noué avec soin et un foulard blanc comme les mousselines des prêtresses. Son regard était doux mais ferme. Elle lui dit simplement que la chute n'est pas toujours la fin, que parfois, c'est une terre où les racines cachées peuvent enfin respirer. Soraya ne répondit rien. Elle baissa les yeux, incapable de soutenir cette vérité. Mais cette phrase s'imprima en elle, plus profondément que tous les mots qu'on lui avait dits dans sa vie. Elle sortit. Dehors, l'air de l'écorce était lourd d'humidité. Le bruit lointain de la ville reprenait ses droits, les klaxons, les cris des vendeurs de maïs grillé, les motos filant dans les ruelles. Mais rien ne semblait réel. Comme si elle avait franchi un portail invisible vers un monde parallèle, celui des conséquences. Une voiture l'attendait, moteur tournant. Le chauffeur ouvrit la portière. Elle le remercia d'un signe, refusa d'entrer, et s'éloigna à pied. Ses pieds nus foulaient le bitume encore chaud. Elle marcha longtemps, sans direction, sans pensée. À un moment, elle passa devant une vitrine de boutique. Son reflet s'y imprima, désaccordé, déphasé. Elle se vit en robe d'or, visage fatigué, maquillage défait. Elle eut un haut le cœur. Ce n'était pas elle. Elle ne savait plus qui elle était. Puis elle pensa à sa mère. Elle se revit, enfant, assise près de ses jambes, jouant avec des perles pendant que sa mère tressait ses cheveux. Elle se souvint des silences, des soupirs, des larmes que sa mère essuyait en cachette. Et pour la première fois, elle comprit. Elle comprit tout. Et cette prise de conscience la brisa encore plus.
Au même moment, dans la salle désormais vide, Cham se leva enfin. Il marcha lentement vers la table où le coffret était posé. Il l'ouvrit de nouveau. À l'intérieur, le talisman reposait, le fil rouge brisé, les deux parties séparées comme deux cœurs qui ne se parleraient plus jamais. Il tendit la main, effleura l'objet, et un frisson lui parcourut l'échine. Une voix intérieure, venue d'un endroit oublié, lui murmura qu'il ne pouvait pas échapper au prix. Alors, il referma le coffret, le prit dans ses bras, et quitta la salle à son tour. Mais alors qu'il descendait les marches, son téléphone vibra dans sa poche. Il hésita, puis répondit. Une voix douce, jeune, féminine lui parla en chuchotant. C'était sa fille. La voix de sa fille. Celle qu'il avait eue avec Djamila, et qui vivait avec elle à Benin City. Elle lui dit que sa mère était rentrée. Elle avait déposé ses sandales dorées au pied de l'arbre sacré, avait embrassé le sol, puis était entrée dans sa chambre. Elle n'avait rien dit. Elle n'avait pas pleuré. Elle avait seulement souri à sa fille et dit, « Prépare-toi. Nous rentrons demain au village. Le chef des anciens nous attend. » Il a parlé. Il a dit que la cérémonie peut enfin commencer. Cham resta figé, le téléphone collé à l'oreille. Ses jambes fléchirent. Il comprit. Ce n'était pas la fin. C'était le début de quelque chose de plus grand. Djamila ne venait pas seulement de rompre une union. Elle venait d'ouvrir une nouvelle ère. Une ère dans laquelle lui n'avait plus sa place. La cérémonie. Il savait ce que cela voulait dire. Ce n'était pas une cérémonie de fête. C'était une cérémonie de réhabilitation. De réparation spirituelle. Une cérémonie rare, vieille de plusieurs générations, que l'on n'activait que lorsque le déséquilibre entre les vivants et les ancêtres menaçait de détruire la lignée. Il savait ce que cela signifiait, son nom serait effacé des histoires orales transmises dans les chants du village. Il serait nommé sans gloire, comme un exemple à ne pas suivre. Et son patrimoine, celui-là même qu'il croyait avoir consolidé avec les briques du mensonge, serait redirigé selon les lois invisibles que les vivants ne maîtrisent pas. Une part de lui voulut courir à Benin City, supplier, implorer, déposer des colas, des chèvres, faire des sacrifices. Mais une autre part, plus lucide, plus nue, savait que c'était trop tard. Et pendant qu'il restait là, figé, le coffret serré contre lui, le soleil se levait lentement à l'horizon. Un nouveau jour. Mais un jour sans trône, sans protection, sans racines. De son côté, Soraya marchait encore. Elle arriva devant une église silencieuse, déserte. Elle entra. Personne. Elle s'assit au fond, sur un banc en bois. Elle ne pria pas. Elle ne savait plus à quel Dieu parler. Mais elle ferma les yeux. Et dans le noir de ses paupières, une lumière douce surgit. Le visage de Djamila. Son regard. Son silence. Elle comprit alors que le vrai pouvoir n'est pas dans ce qu'on possède, ni dans ce qu'on arrache, mais dans ce qu'on est capable de laisser derrière sans se briser. Ce soir-là, une maîtresse pensa qu'elle était la plus jusqu'à ce que l'épouse entre, vêtue d'une robe en or, et que le monde, tel qu'il était connu, soit retourné comme un pagne usé. Mais dans ce renversement, un nouveau cycle avait commencé. Une femme reprenait la route du village, avec sa fille, vers une cérémonie oubliée. Un homme portait un coffret qui le condamnerait à l'effacement. Et une autre femme, enfin éveillée, assise pieds nus dans une église vide, attendait sans le savoir que sa propre histoire commence. Si cette histoire vous a bouleversé, intrigué ou laissé sans voix, alors ce n'est que le début. Abonnez-vous dès maintenant pour ne pas manquer la suite. Des secrets restent à révéler, des destins à recroiser, et des vérités encore enfouies dans le silence des ancêtres. Cliquez, commentez, partagez, et surtout, préparez-vous. Car la robe en or n'a pas dit son dernier mot.